Autour de notre collection L'écume des œuvres, dont Myriam Lebris est la directrice. Quant à Guillaume Plassans, c'est l'auteur de notre podcast, de nos podcasts, L'écume des œuvres, que nous allons vous présenter également. Voilà. Donc, je les remercie chaleureusement pour leur participation à ce webinaire et je vous laisse la parole, Myriam, pour commencer la présentation. Merci Gaëlle et bonjour à tous. Alors, il s'agit donc effectivement de vous présenter cette collection qui a été conçue autour des œuvres qui sont au programme de première, des œuvres patrimoniales qui sont passionnantes, mais qui sont aussi parfois d'un accès difficile pour les élèves. Il ne faut pas se voiler la face. Et donc, l'objectif de notre collection, c'est vraiment d'essayer de rendre ces œuvres accessibles aux élèves en telle sorte qu'ils puissent se les approprier pour être prêts au mois de juin à passer les EAF de façon sereine. Alors pour ce faire, on a mis au point plusieurs pages dans ces cahiers qu'on va vous présenter. La première d'entre elles s'intitule Mon avancée dans l'œuvre. Alors, je ne vous cache pas qu'avec les auteurs, on a beaucoup travaillé sur ces pages Mon avancée dans l'œuvre. Ah, voilà. Alors, celle-ci, c'est celle sur Manon Lescaut. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse d'abord contrôler que les élèves aient lu l'œuvre. Ils sont invités à compléter chacune des cases de ce parcours avec des petites questions, des invitations parfois à recopier une citation. Et l'objectif de cette page, c'est de leur donner un résumé qui soit vraiment visuel, qu'ils puissent appréhender d'un seul coup d'œil sur une seule page. Et on travaille aussi déjà un petit peu sur la structure de l'œuvre. Vous voyez par exemple les légendes qui les invitent à colorier en jaune les cases où intervient Renoncourt pour le récit cadre dans Manon Lescaut, à colorier en vert les cases où le couple est heureux, à noter les infidélités de Manon, ses fuites, ses voyages, ses départs, de manière à déjà mettre en exergue quelques thèmes clés de l'œuvre. Et puis on a aussi utilisé les illustrations du XVIIIe siècle qui ponctuent en quelque sorte et qui là aussi permettent de donner une mémoire visuelle d'un seul coup d'œil, d'une seule page de l'œuvre pour que les élèves la complètent et comprennent les structures, mais aussi pour qu'ils puissent revoir à la fin de l'année. On sait que parfois les œuvres qui ont été vues en début d'année sont un peu plus lointaines dans leurs souvenirs pour qu'ils puissent revoir très rapidement au mois de juin avant de passer le bac. Alors, celle de La peau de chagrin, est conçu un petit peu de la même manière, vous voyez, avec des illustrations pour avoir une mémoire visuelle, et puis des consignes et des légendes pour mettre en valeur la structure de l'œuvre. Alors, je peux commenter par exemple les couleurs violettes et vertes qui permettent de comprendre l'analepse. Le but, c'est d'aider les élèves à comprendre ce retour en arrière et qu'ils puissent mieux se situer dans l'œuvre. Par exemple, d'ailleurs, ici, on a une consigne qui leur demande de repérer les cases qui correspondent aux lectures linéaires qui sont effectuées dans le cahier. Quant à Colette, la difficulté principale pour les élèves, là, tient surtout à l'émiettement, en fait, de cette œuvre, d'une part Sido, et puis après, toutes les nouvelles. Et donc, vous avez sur la page de gauche, essentiellement Sido. On les invite, vous voyez, page 44 à 62, à repérer le plan de l'œuvre, à réaliser le portrait de Sido ensuite pour résumer finalement tout ce qu'ils ont lu. Et puis à droite, il y a des sortes d'ensembles de nouvelles, enfin de textes courts qui ont été regroupés pour les aider à se mémoriser, à se repérer dans toutes ces nouvelles qu'ils risquent en fait de confondre et qu'ils risquent d'avoir du mal à mémoriser. Donc là aussi, en fait, finalement, ils auront à la fin, quand ils auront complété, une visée globale du travail qu'ils auront fait pour réviser très rapidement l'œuvre avant les épreuves.
Dans cette appropriation personnelle, enfin dans ce souci de faciliter leur appropriation personnelle, on propose aussi une page qu'on a intitulée de synthèse personnelle, avec d'abord une première activité pour maîtriser l'histoire littéraire où en fait on reprend tous les auteurs du cahier qui sont cités, qui sont invités à remettre en ordre sur la frise, dans l'esprit de, à partir de l'œuvre qui est étudiée, de se préparer aux commentaires qui peut tomber sur n'importe quel texte inconnu. Et puis des activités, qui vont, insister davantage, pardon, sur la vision personnelle de l'œuvre que les, élèves peuvent se former. Donc par exemple, se créer sa vision, personnelle de l'œuvre, le passage qu'ils ont préféré, le passage qu'ils ont le moins aimé, créer votre abécédaire de l'œuvre. Il s'agit en fait de faire en sorte que les élèves, disent un petit peu quels sont leurs sentiments pour faire en sorte que l'œuvre entre dans ce que certains critiques appellent leur sentimenthèque, hein, leur bibliothèque personnelle. Et puis enfin, une quatrième activité un peu plus utilitaire, on va dire, se créer un réservoir de citations pour préparer la dissertation. Donc une autre fiche qui les amène à revenir en arrière pour réviser dans l'optique de vraiment mémoriser ces œuvres pour les épreuves. Alors, en complément de ces pages, on a nos podcasts. Oui, alors c'est moi qui vais les présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Guillaume Plassans, je suis l'auteur de ces podcasts que j'ai travaillé, que j'ai eu la chance, le plaisir, le bonheur de travailler avec Élise Ponce et avec Gaël Bevin. Alors le but des podcasts, c'est de fonctionner avec les cahiers. Et donc l'idée, c'est toujours de favoriser le travail personnel des élèves et à travers le cahier et à travers les podcasts. Et les podcasts ont plusieurs intérêts pour ça. Déjà, on sait tous que nos adolescents ont des habitudes de vie, ils consomment beaucoup de vidéos, ils ont souvent des écouteurs, ils écoutent beaucoup de choses. Donc, on va aller les chercher également sur ce terrain-là et pas sur le terrain plus académique du cahier. Et donc, les podcasts présentent plusieurs intérêts. Tout d'abord, la variété des supports. On va donc passer sur un support audio qui peut être intéressant. Tout à l'heure, Myriam parlait de la sentimenthèque des élèves. Je pense qu'aussi, on peut jouer là-dessus parce que via le podcast, il y a quelque chose d'assez intime. Moi, j'ai eu l'occasion de, plutôt en collège, mais je sais que beaucoup d'enseignants le font au lycée, de tester la correction audio, où au lieu d'annoter une copie, on fait une correction audio qu'on enregistre, puis qu'on envoie à l'élève, et l'élève, dans son coin, va écouter l'audio. Et j'ai remarqué que de là naissait un sentiment d'intimité, de familiarité qui est très différente de la correction un peu plus classique. L'élève va avoir un autre rapport au travail, je pense, quand il va écouter. Donc, c'est avec ces idées-là en tête qu'on est parti sur le podcast. Ça permet aussi de travailler différents types de mémoire. Et donc, on est parti sur 3 épisodes par œuvre. Un épisode dans la valise 2, un épisode en résumé et un épisode à l'essentiel. Alors, dans les épisodes résumés, c'est assez simple. C'est un résumé du texte étudié. Donc, c'est le résumé de La peau de chagrin, résumé de Manon Lescaut. Donc, bien sûr, ce n'est pas un résumé qui vise à remplacer la lecture. On sait toutes et tous que les élèves lisent tous les livres et les lisent avec beaucoup d'attention. Mais il peut arriver parfois que quand ils l'ont étudié en début de période, il y ait un peu des oublis, qu'il y ait des choses qui n'aient pas été claires. Donc, le but de ce podcast-là, en résumé, ça va être de réexpliquer la trame. Et pour que ce soit un petit peu ludique, pour que ce soit un petit peu sympathique, on l'a fait avec des acteurs professionnels, on l'a fait avec un montage très professionnel, avec toute une mise en scène, des jeux sonores. Et donc, c'est vraiment des podcasts qui sont assez agréables à lire, même quand on connaît déjà l'œuvre. Et on peut se permettre, par le format podcast, d'avoir un ton un petit peu plus drôle, un petit peu plus humoristique. Pour le podcast dans la valise, je pense que c'est un podcast qui est assez intéressant. Là également, il y a un contexte imaginaire. Vous êtes dans une gare, une annonce un peu type mécanique annonce que l'auteur, que ce soit Colette, Balzac ou l'abbé Prévost, a perdu sa valise. Vous trouvez cette valise, vous l'ouvrez et vous trouvez dans la valise 5 objets. Et l'objet dans ce podcast-là fonctionne comme un point d'ancrage mémoriel. À travers chacun des objets qui va être présent dans la valise, on va développer une pensée sur l'auteur, sur son œuvre, et on va fournir des éléments qui serviront pour les exercices scolaires. L'idée étant que si l'élève arrive à se souvenir des objets qu'il a trouvés dans la valise, peut-être que ça pourra activer chez lui quelques souvenirs et qu'il pourra construire une problématique, une réflexion en ayant ces objets-là en tête.
Et dans les épisodes à l'essentiel, on traite de sujets plus larges de la littérature, donc le roman au 19e siècle, le roman au 18e siècle, le réalisme. Dans le podcast de Sido, c'est la célébration du monde. Encore une fois, on s'est lancé sur une idée de mettre une narration là-dedans. Donc, c'est l'auditeur entre dans un café littéraire, va s'installer à une table et un personnage va lui parler du roman ou du texte pour Sido, et va développer exactement ce qui est intéressant à savoir sur cette œuvre, avec encore une fois un ton un petit peu enjoué, un peu sympathique, un peu intime. Ça finit par une recette de cuisine qui permet également, comme un petit point d'ancrage mémoriel, de se souvenir des éléments importants à retenir. Par exemple, il compare le réalisme à une tarte, la célébration du monde à un tacos, le roman au XVIIIe siècle à une pizza. On sait que nos élèves sont très sensibles à la question de l'alimentation. Donc faire ce parallèle, en faisant ce parallèle, on joue à la fois sur la surprise et le caractère humoristique. Et ça peut amener les élèves à aborder l'œuvre d'une manière un petit peu plus intime, un petit peu plus personnelle. Et en venant en complément avec les cahiers et les cours des enseignants, ça peut permettre d'avoir tout un univers référentiel qui, je pense, peut être assez intéressant. Et l'intérêt du podcast, c'est qu'on peut l'écouter, mais on peut surtout le réécouter. Alors, on a très envie d'en écouter un extrait. Merci Guillaume pour cette présentation. Est-ce qu'on peut écouter lancer un extrait, peut-être dans dans la valise de Manon Lescaut, pourquoi pas? Allons-y. Une valise au nom de l'abbé Prévost a été retrouvée dans le hall. L'abbé Prévost, merci de venir la récupérer. Alors, voyons voir. Dans la valise de l'abbé Prévost, il y a une Bible très abîmée, le portrait d'une femme magnifique, un dictionnaire anglais-français, des menottes. Mais qu'est-ce que ces objets représentent ? Dans la valise de l'abbé Prévost, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation. Tout d'abord, la Bible abîmée vient nous rappeler que toute l'existence de l'abbé Prévost est marquée par une hésitation constante entre une vie sérieuse et une vie d'aventure. Né en 1697, Antoine-François Prévost est envoyé très tôt par son père dans une école religieuse. Même s'il est né dans une bonne famille, il ne se sent pas vraiment à sa place. La naissance et les grands biens ne sont pas toujours des moyens d'être heureux, écrit-il d'ailleurs. Et s'il a de grandes qualités scolaires, Merci pour l'extrait. C'était dans la valise de l'abbé Prévost. Je corrige. Donc, ces podcasts, juste un petit mot avant de laisser de nouveau la parole à Myriam. Ces podcasts, hein, vous les retrouvez sur le site collection L'écume des œuvres, hein, sur le site Hachette Éducation. On va vous envoyer, vous trouverez dans la conversation, Antoine est en train de poster le lien vers la page qui vous permettra de découvrir l'intégralité de ces podcasts. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je laisse la parole à Myriam pour la suite du webinaire. Alors, ensuite, dans les cahiers, on trouve d'abord quelques pages pour aider les élèves à mieux comprendre le contexte historique et le parcours en fait qui est proposé pour l'étude de l'œuvre. Par exemple, ici, vous avez les libertés de la Régence pour Manon Lescaut, avec à chaque fois, dans la mesure du possible, un texte qui permet ou un document qui permet de faire le point sur le contexte historique. Là, on a pris un passage de Michelet pour permettre de comprendre la différence entre le siècle de Louis XIV, incarné dans le roman par le père de Desgrieux, et la Régence, plutôt la génération de Manon et Desgrieux. Ensuite, souvent un document visuel, là encore, pour que les élèves se représentent, se forment une image mentale, ne serait-ce que des costumes, des vêtements que peuvent porter les personnages du roman. Et puis, vous voyez là ici l'activité 3, libertinage, plaisir romanesque. En fait, c'est le thème du parcours qui est introduit et que on définit de cette façon-là pour que les élèves comprennent un petit peu mieux l'intérêt, l'enjeu de l'œuvre qu'ils vont lire, ce qui fait partie en fait du plaisir de l'étudier aussi.
Et dans le cahier, vous trouverez régulièrement des renvois à ces pages quand c'est nécessaire ou des repères qui permettent de compléter progressivement cette présentation biographique, historique et littéraire du contexte dans lequel s'inscrit l'œuvre. Alors ensuite, pour que les élèves s'approprient l'œuvre, on propose des lectures linéaires qui sont en quelque sorte autant de balises dans l'œuvre, des textes que les élèves vont mieux connaître, qui peuvent être faites en classe ou qui peuvent être menées en autonomie hein, par rapport au travail que vous mènerez dans les classes. Euh, alors, à chaque fois, pour faciliter l'appropriation du texte, vous avez une proposition de lecture par un comédien professionnel hein, qui est disponible, à laquelle vous pouvez accéder par les QR codes ou sur Hachette-Click. Là aussi, c'est une manière en fait d'entendre l'œuvre, de mieux l'apprécier, de mieux la comprendre aussi, parce que le comédien propose une interprétation. Vous avez toujours une activité entrée dans le texte qui a pour objectif d'intéresser, d'impliquer, si vous voulez, personnellement les élèves, de proposer un débat ou de vérifier un point de compréhension, comme c'est le cas ici. Peut-on clairement identifier le je et le tu il peut y avoir un petit peu des différences et ça peut permettre un débat en classe. Et puis après, vous avez toute une série de questions. Alors, ces lectures linéaires, elles sont guidées pas à pas et conçues de manière progressive. Et là, on peut passer à la diapositive suivante. C'est-à-dire qu'au début, elles sont vraiment très, très, très étayées, avec un fort guidage. Par exemple, on propose aux élèves plusieurs titres et on leur demande de choisir le titre qui leur paraît le plus intéressant. Au fur et à mesure, cet étayage va disparaître. Vous voyez par exemple sur la page 25, proposer un titre pour la partie suivante, on ne propose plus des titres. De la même manière, on a au départ des questions très précises, très guidées, d'identification d'éléments. Et puis, on en arrive à des questions plus larges. Quelle autre remarque pouvez-vous faire sur cette partie en essayant de développer au fur et à mesure l'autonomie des élèves? Deux choses, vous avez régulièrement des points mémo qui visent à ancrer la méthodologie dans l'esprit des élèves. Et puis, en différenciation, pour les élèves qui, malgré tout, continuent à avoir besoin d'un étayage, vous avez des questions supplémentaires qui sont disponibles en accès avec les QR codes. Donc, on a vraiment essayé d'adapter en fait cet outil du cahier à tous les profils d'élèves pour rendre les œuvres accessibles, y compris à ceux qui ont le plus de difficultés. Voilà, là vous avez le focus sur les questions dont j'avais déjà parlé. Alors, à côté de ces balises que sont les textes expliqués de façon linéaire, nous proposons des groupements de textes qui permettent de mettre l'œuvre en perspective et d'inscrire l'œuvre dans une histoire littéraire, toujours dans l'espoir de raccrocher d'abord l'œuvre à des éléments d'histoire littéraire que les élèves ont peut-être déjà croisés antérieurement au collège ou en seconde, dans l'optique aussi de préparer le commentaire. Et là, on a vraiment fait en sorte de proposer des activités concrètes directement sur le cahier, hein, vous voyez, surlignées, soulignées, pour que par le geste finalement, les élèves puissent aussi s'approprier par des prélèvements, par des actions très concrètes, les textes qui leur sont proposés à la lecture, des textes ou des images. Hein. D'ailleurs, là, pour Colette, vous avez dans ce groupement sur des hommes et des animaux, des textes, mais aussi un tableau de Millet qui est disponible. Alors, après cette partie qui est centrée sur le texte, nous avons toute une série de pages dans chaque cahier qui sont consacrées à la préparation du bac pas à pas. Et on reprend toutes les épreuves pour travailler la dissertation, le commentaire et l'épreuve orale. Mais cela dit, on l'a proposé très régulièrement dans les pages de lecture linéaire ou de groupement de texte, des entraînements très très réguliers, parce que c'est pas simplement une leçon d'une heure qui permet de faire en sorte que les élèves s'approprient, mais en quelque sorte des rappels, un petit peu comme des vaccins. Donc très régulièrement, pour chaque lecture linéaire, vous avez souvent un
un travail oral qui est proposé, des questions de grammaire pour préparer de façon très régulière l'épreuve du bac. Alors sur, la grammaire, l'une des originalités, je pense, de notre cahier, c'est vraiment la volonté, d'expliquer aux élèves ce qu'on attend d'eux, lors de cette question de grammaire. C'est pas toujours, facile, hein, pour eux de voir ce qu'ils doivent dire. Donc là, vous avez des exemples qui, à chaque fois, sont, rédigés et une explication de la consigne en général. Et puis après, vous avez, une page pour, chaque notion au programme avec, des exercices, qui sont, tirés de l'œuvre. Là encore, c'est une autre manière, hein, finalement, de, revenir, sur l'œuvre, de revoir ces exemples, qui ont souvent été choisis aussi parce qu'ils sont intéressants, qui permettent aussi de s'approprier en quelque sorte le style, d'un auteur. Alors, dans l'épreuve orale, on a la question de grammaire, mais on a aussi, la lecture, linéaire, et pour que les élèves puissent s'entraîner, on a repris, les textes qui sont travaillés en explication linéaire, mais là, ils sont complètement vierges et on va travailler cette fois davantage, par exemple, l'étape ici, de la lecture, expressive, avec toute une série de conseils et surtout une grille, que vous voyez sur la page 59, qui permet, aux élèves de, s'auto, évaluer, ou de s'évaluer, entre eux. Voilà, qui sont des outils, je pense, intéressants. Là, voilà la grille, hein, qui est, ici, proposée. Donc des sujets en autonomie pour que les élèves puissent s'entraîner, avec, à chaque fois des questions de grammaire qui leur sont proposées comme un sujet, d'examen, complet, en fait, sur l'œuvre. Et puis dernière partie pour préparer l'oral, là le diaporama est allé un tout petit peu trop vite, préparer l'entretien, sur une œuvre. On invite les élèves à établir la carte d'identité, de la lecture cursive qu'ils choisiront de proposer, et là aussi des activités, différentes pour, la mémoriser et la mettre en lien, avec, l'œuvre étudiée. Alors ensuite, pour l'écrit, on traite exercice par exercice, l'entraînement aux commentaires avec d'abord, des rappels, sur les principaux outils d'analyse qui sont spécifiques à chaque genre. Avec vous voyez, ils viennent de s'afficher en gros un rappel très, très court, hein, très, très synthétique, pour que les élèves puissent là encore, revoir rapidement, de leçons. Et puis après, des, exercices qui leur permettent à la fois de revoir la maîtrise des outils, mais de les inviter déjà, à interpréter, à partir de ces procédés. Et après ces quelques pages de révision des outils, on a, des textes d'entraînement et là aussi, on a essayé de faire en sorte que ce soit très progressif pour, les élèves. D'abord, progressif dans les étapes qu'il doit suivre, d'explorer le texte, après on élabore un plan et puis après on va rédiger, mais progressif aussi dans l'étayage qu'on leur propose. Vous voyez que le premier exercice d'entraînement, qui propose un extrait de Lucien Leven, le texte est complètement appareillé avec, des surlignages sur le texte et puis autour des questions qui correspondent à ces couleurs. Quel champ lexical repérez-vous dans le texte, et cetera. On leur apprend à explorer, un texte vraiment et pour la problématique, vous voyez que, par exemple, il y a des expressions qui leur sont proposées, là aussi pour, les mettre en confiance et leur permettre de gagner en autonomie petit à petit. Et à un côté, élaborer un plan. On a toujours, des repérages en couleur sur le texte, mais en revanche, vous voyez bien que les encadrés à côté, les questions ne sont pas formulées. C'est aux élèves, cette fois, à les formuler eux-mêmes. Et puis, on va aller un petit peu plus loin, puisqu'on formule la problématique, mais on va aussi construire le plan. Pour, la dissertation, on a essayé de faire en sorte, de répondre aux soucis, des professeurs de gagner du temps parce qu'on sait très bien que l'année de première, c'est vraiment une course contre la montre, hein, pour, boucler, le programme. Donc on a vraiment essayé de combiner la méthodologie et l'approfondissement de la connaissance, globale de l'œuvre. Alors pour la méthodologie, vous voyez que les étapes, hein, qui s'affichent ici, en gros plan, sont très clairement, à chaque fois rappelées pour, ancrer, des réflexes, des méthodes, dans, les élèves. On a quand même 4 exemples, de dissertations qui sont comme ça, structurées avec les mêmes étapes qui, reviennent. Ça, c'est pour, la méthodologie et comme pour le commentaire, on va d'abord,
insister d'abord sur l'analyse du sujet, puis sur la problématisation, puis comment est-ce qu'on construit un plan et comment est-ce qu'on en vient à une rédaction complète, avant un entraînement en autonomie qui est un peu moins guidé quand même que les autres. Et dans ces pages, tout en insistant sur la méthodologie, on a essayé de faire en sorte que les élèves puissent revoir leur connaissance globale de l'œuvre et pas seulement les extraits qui ont été balisés lors des explications linéaires. Donc, par exemple, sur ce sujet, dans quelle mesure le contact avec la nature est-il source de sérénité, je crois, pour, pour, euh, pour Colette, dans l'étape 3, mobiliser ses connaissances, vous voyez qu'il y a toute une série d'exemples en fait, qui sont déjà pré-repérés et qui amènent les élèves finalement à diversifier les exemples, à avoir une autre approche générale cette fois sur l'œuvre intégrale d'un thème. Ici, ce sont les sens, l'importance de la sensualité chez Colette, des exemples qu'ils pourront intégrer dans leur carnet de citations, dans le réservoir de citations. Voilà. Et puisqu'on est sur cette page-là, on peut voir, par exemple, là, c'est la page où on travaille sur la méthode de l'introduction. Vous voyez, là encore, des aides avec 3 amorces possibles qui sont proposées, idée 1, idée 2, idée 3, et puis un rappel de la méthode pour les élèves de la phase d'accroche jusqu'à l'annonce du plan. Voilà. Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Myriam.